Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir, qui débute à 19h30 et vous tiendra donc en haleine pendant 1h30. Et les différents sujets sont les suivants. Campagne agricole 2022-2023. Nous sommes en saison des pluies. La campagne a été lancée en mai dernier avec des ambitions bien affirmées. Quelles sont-elles? Quels défis dans notre contexte sécuritaire et climatique non totalement maîtrisé? Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques, Dr Delmwende Innocent Kiba, sera notre invité pour ces questions essentielles. Et puis exploitation minière artisanale, les activités suspendues pendant la saison des pluies en conformité à l'arrêté du 12 juillet 2010 portant interdiction de l'activité d'orpaillage pendant la saison hivernale. La cérémonie officielle qui la consacre a eu lieu samedi, donc hier. Nous reviendrons sur les contributions, défis et organisations du secteur avec Jacob Ouedraogo. Il est le directeur général de l'ANEMAS, entendez, Agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées. Et enfin, sport, comme il est de coutume dans ce JDS, que retenir de la participation des étalons dames à la CAN Maroc 2022. Pascal Savadogo, le coach, sera avec nous et donnera les leçons de cette première participation burkinabé à cette étape. Et il faut préciser que vous aurez aussi le point du championnat de natation tenu ce week-end. C'est donc pour ce qui est essentiel pour ce JDS aujourd'hui, donc, et de son déroulé. Nous le disions, la première des rubriques, c'est celle économie. Sujet tantôt annoncé en titre, la campagne agricole 2022-2023 et le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2 au Burkina Faso, a été lancé, on se rappelle, le vendredi 27 mai dernier. C'était à Gourgou, un village de la commune de Tinkodogo. Le thème pour la présente campagne agricole, intégration du système de production agricole pastorale et halieutique pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Burkina Faso. Au-delà du thème, il y a bien les ambitions. 5 383 000 tonnes de céréales, 1 798 000 tonnes de cultures de rente, 897 000 tonnes d'autres cultures vivrières. C'est les objectifs de production pour cette campagne. Le contexte sécuritaire et climatique reste encore les principaux obstacles sur le chemin. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques, le docteur Innocent Kiba, est avec nous pour aborder ces questions. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Bahar. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, le plaisir est partagé. Et parce qu'on parlera donc économie avec Monsieur le ministre, j'ai avec moi David Nana. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bahar. Bonsoir aux téléspectateurs. Donc, Monsieur le ministre, tout à l'heure, on faisait un peu le rappel de ce lancement pour cette présente campagne. C'était le 27 mai et je lui disais, vous affichez déjà des ambitions. On a donné quelques chiffres. Des ambitions qui sont quand même assez fortes au regard du contexte dans lequel nous sommes. Et nous posions la question, les ambitions d'abord c'est quoi? Merci bien, M. Bahar. Merci de nous donner cette occasion de nous exprimer sur votre plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui, c'est vrai, nous avons lancé la campagne agricole dans un contexte assez difficile, mais aussi avec des ambitions. Je dirais des ambitions, mais qui sont en même temps aussi des défis pour nous. Et l'ambition, c'est d'arriver à produire suffisamment de nourriture pour plus de 20 millions de Burkinabés, dans un contexte où nous avons une réduction des superficies cultivables, dans un contexte où nous avons de plus en plus un accès difficile aux intrants, dans un contexte où nous avons des personnes déplacées internes. Ça, c'est dans le court terme. Et dans le moyen terme, l'ambition pour nous, en tant que responsable du département en charge de l'agriculture et de l'élevage, c'est de faire en sorte que nous ayons bien sûr des approches et des projets assez structurants pour aller vers une intensification agricole, donc une intensification, une intégration, une diversification de la production agricole, pastorale et halieutique. Parce que nous pensons que ce sont les moyens incontournables pour aller vers l'autosuffisance alimentaire, l'amélioration des revenus des ménages et de tous les acteurs qui sont autour de la chaîne de valeur de la production agricole.
David. D'accord, merci bien. Là, les ambitions sont très bien affichées. Hein. J'en veux pour preuve le thème retenu, intégration du système production pastorale et halieutique pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Burkina Faso. Vous avez cité tout à l'heure des contraintes, notamment en sécurité, mais aussi des chocs climatiques. Comment justement on va arriver à améliorer, n'est-ce pas, cette productivité-là dans ces conditions-là? Merci bien, vous l'avez si bien dit. Le thème a été très bien choisi. Il faut aller vers une intégration des sous-secteurs de la production végétale et animale. Et quand nous sommes arrivés à la tête de ce département, la première réforme que nous sommes en train d'entreprendre, c'est justement d'arriver à une fusion totale du sous-secteur de la production agricole et de la production végétale. Pour faire en sorte que, à travers cette fusion, à travers cette intégration, on puisse donner beaucoup plus d'impact au développement du secteur rural. Je vous explique par exemple qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer l'agriculture par exemple sans ignorer que nous devons utiliser les sous-produits de l'élevage tels que les ressources organiques pour fertiliser les champs, donc avoir une gestion durable des sols. Il faut aussi intégrer systématiquement par exemple la question du fourrage dans les exploitations agricoles. Pour nous, c'est un moyen vraiment incontournable. Il faut arriver aujourd'hui à gérer de façon intégrée les zones de production, qu'elles soient production végétale ou zones de production pastorale, pour éviter les conflits agriculteurs-éleveurs. Et de plus en plus, il faut arriver à développer certaines filières. Je vais parler par exemple de la filière de production avicole, de la filière par exemple du domaine des ressources halieutiques, de la filière par exemple de production laitière. Donc tout ça, ce sont des filières qu'il faut développer pour arriver à contenir l'insécurité alimentaire, pour arriver à diversifier les sources d'aliments et les sources de revenus pour les ménages. Et ça, c'est vraiment très capital pour nous. Donc si nous arrivons à faire cela, nous pouvons bien faire face aux chocs, qu'elles soient d'origine anthropique ou qu'elles soient d'origine biophysique. Et bien entendu, il faut bien sûr une bonne stratégie, il faut une bonne approche, il faut des projets assez innovants, assez structurants pour pouvoir booster le développement dans ce secteur. C'est vrai que tout à l'heure vous disiez, pour énumérer la question sécuritaire et puis il a parlé des questions climatiques, vous avez parlé de court terme. Mais en même temps, on a la réalité sécuritaire qui est ce qui est que, et je pense que ça c'est des chiffres officiels donnés même par le gouvernement, 40% de notre territoire n'est pas forcément bien maîtrisé par nous, et puis il y a le nombre grandissant de déplacés internes. On sait que c'est essentiellement en milieu rural, alors que 80% de cette population, on sait qu'elle est dévolue à l'agriculture et à l'élevage. Est-ce que ça, c'est pas un frein majeur? Est-ce que c'est pas le gros problème aujourd'hui? Oui, bien entendu, il faut reconnaître que c'est vraiment une difficulté majeure pour nous. C'est pour ça que je disais tantôt que ce sont des ambitions, mais en même temps des défis. Mais face à des défis, il faut oser. Il faut se fixer des objectifs et il faut se donner les moyens de les atteindre. Aujourd'hui, la production agricole, l'augmentation de la production agricole, certes, nous avons perdu des superficies, mais l'augmentation d'une production agricole n'est pas seulement liée aux superficies. On peut travailler à augmenter les rendements. Cela veut dire qu'il faut aller vers l'intensification agricole. Alors, quand nous sommes arrivés, dans ce contexte assez difficile, nous avons opté, bien sûr, avec nos collaborateurs, d'aller vers cette intensification agricole, de concentrer aujourd'hui nos ressources que nous avons, que ce soit les appuis en intrants, en semences, en engrais, en prestations de labour, en appui conseil, de concentrer ces ressources dans des zones à risque climatique assez moindre, et surtout aussi dans les zones, les plaines, les bas-fonds, pour faire en sorte que nous puissions augmenter les rendements, mais de façon assez sûre. Parce que vous savez que l'agriculture chez nous, en dehors des zones aménagées, c'est toujours un risque qu'il y a si nous ne maîtrisons pas le climat, si nous ne maîtrisons pas la pluviométrie. Donc il fallait vraiment aller vers cette intensification agricole. Il fallait aussi gérer la question des personnes déplacées internes. Parce que quand ces personnes se déplacent,
qui avaient pour habitude de pouvoir cultiver et se nourrir, et qu'on se contente de leur donner à manger, c'est une situation assez difficile et qui ne peut pas être gérée dans les moyens ou dans le long terme. Donc nous avons opté bien sûr de recenser toutes ces personnes déplacées internes dans les différentes communes, avec bien sûr l'appui de nos services déconcentrés, donc pour faire en sorte que nous puissions leur donner gratuitement les moyens de produire pour ceux qui ont accès bien sûr à la terre, leur donner un appui en engrais, leur donner un appui en semences et leur donner aussi des prestations de labour. Il s'agissait aussi pour nous d'aménager très rapidement aussi des superficies, des bas-fonds, des plaines, notamment pour la production risicole, pour diminuer aussi, si vous voulez, un temps soit peu, les effets dus bien sûr aux pertes de superficies que vous avez mentionnées tout à l'heure. Donc certes, il y a des défis, mais il faut une stratégie, il faut une approche. Et en plus, nous pensons qu'il faut faire ressortir toutes les techniques et technologies que nous avons aujourd'hui, que la recherche nous a fournies, et les mettre en pratique. Parce que c'est maintenant plus que jamais que nous avons besoin de ces technologies pour intensifier la production agricole. Vous remarquerez que sur nos sites, nous sommes en train de promouvoir par exemple les techniques et technologies de microdose. Ça veut dire qu'il faut utiliser de façon efficiente le peu de ressources que nous avons, le peu d'engrais que nous avons, un apport bien sûr localisé au pied de la plante. Il faut encourager les producteurs à la promotion bien sûr, l'utilisation des ressources organiques que nous avons bien sûr. Il faut encourager les producteurs à l'utilisation des ressources locales, notamment nos phosphates naturels, donc les orienter spécifiquement dans les bas-fonds, parce que nous savons que c'est là où ces phosphates peuvent servir, peuvent booster la production risicole. Donc toutes ces instructions ont été données et aujourd'hui nos agents sont sur le terrain, ils s'attellent à cela. Et certes c'est difficile, mais nous pensons qu'avec cette approche stratégique, bien sûr, nous allons pouvoir juguler le problème qui se pose à nous, notamment cette réduction de superficie et ces grands défis qui se posent à nous aujourd'hui. David, Monsieur le ministre, vous parliez tout à l'heure d'un appui en termes d'engrais pour les producteurs, mais on sait aussi qu'en la matière, l'un des véritables problèmes pour ces producteurs-là, c'est la cherté de ces intrants, notamment de l'engrais. On se souvient qu'en juin, d'ailleurs, le Premier ministre avait rencontré la centrale d'approvisionnement. Aujourd'hui, quelle est la réponse à donner quant à la cherté, n'est-ce pas, de ces intrants-là? Oui, merci bien. Il faut effectivement reconnaître qu'aujourd'hui, l'accès aux intrants est très difficile. La flambée des prix, ce n'est pas seulement au niveau national, c'est au niveau régional, au niveau international, et vous connaissez bien les causes. Aujourd'hui, il y a la conjoncture, il y a la Covid-19 qui avait perturbé les marchés, et il y a la crise actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Donc, si bien que l'accès à ces intrants se pose. Alors, l'État, face à cette situation, a décidé de faire de grands efforts. Et l'État aujourd'hui a décidé de subventionner la production des cultures céréalières à hauteur de 27 000 tonnes d'engrais chimiques et près de 4 000 tonnes de phosphate naturel. Il faut noter que quand vous prenez la moyenne des 10 dernières années, c'est quand même l'une des rares fois qu'on atteint ces quantités. L'État aussi a subventionné à hauteur de 72 milliards les engrais destinés aux exportations qui s'adonnent beaucoup plus à la production cotonnière. Donc, ce sont des grands efforts qui ont été fournis. Et en plus de cela, pour faciliter l'approvisionnement à grande échelle, bien sûr, de ces engrais, donc l'État a doté la CAIMA, qui est la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole, d'une lettre de crédit à hauteur de 50 milliards pour permettre à la CAIMA de faire des commandes groupées, donc que la CAIMA soit en mesure d'avoir de l'engrais à un prix acceptable et qu'elle puisse mettre ses engrais sur le marché à un prix assez moins élevé que le prix du marché. Donc nous avons fait vendredi le point avec la CAIMA. La CAIMA aujourd'hui a pu, si vous voulez, approvisionner pour ce qui est de la commande de l'État et ses partenaires techniques et financiers, notamment les 27 000 tonnes d'engrais. Et elle est sur le point de pouvoir aussi boucler des quantités allant jusqu'à 50 000 tonnes. Et très incessamment, elle devrait fixer un prix pour que les producteurs puissent s'approvisionner dans les semaines à venir
à un coût relativement moins cher que sur le marché. Donc voilà comment est-ce que l'État, dans l'urgence, essaie de gérer cette situation. Mais il y a aussi des approches, je disais, assez structurelles. Parce que les approches urgentistes, c'est bien, mais il faut aussi penser dans le moyen terme. Et l'État travaille d'arrache-pied pour pouvoir mettre en place l'usine, le mélangeur d'engrais dans le centre-est, du côté de Koupéla. Et aussi travailler surtout à développer des petites unités de production de matière organique sur toute l'étendue du territoire. Et nous nous attelons à cela. Donc notre vision est d'arriver à faire une cartographie de tous les acteurs qui sont dans ce domaine aujourd'hui et de leur donner tous les moyens pour qu'elles puissent aller à l'échelle et qu'on se fixe un objectif d'ici l'année prochaine à atteindre une certaine quantité de production de matière organique parce que cela est possible. Donc cela va permettre à ce que nos producteurs soient plus résilients, soient un peu moins dépendants par rapport à ces engrais chimiques et surtout de mieux gérer la fertilité des sols parce que nous savons que pour nos sols, la question de la matière organique est incontournable pour arriver à une production durable dans nos systèmes. Donc voilà un peu les approches que nous utilisons actuellement et que nous pensons qu'avec bien sûr tous les collaborateurs, tous les partenaires techniques et financiers, nous allons impacter de façon durable le secteur de la production agricole. Je ne sais pas si mes informations sont bonnes, c'est qu'on a l'impression que pour ce qui est du secteur du coton, quand on parle des engrais, ces choses-là, c'est bien calibré, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour les autres qu'il y a un peu de souci. Ils trouvent que c'est toujours cher. C'est bien cela. Les plaines continuent. Oui, les plaines continuent parce que vous voyez qu'on a subventionné le coton à hauteur de 72 milliards. C'est ça. Mais en réalité, je le répète, la production de coton, c'est une culture de rente. Et c'est tout à fait normal parce que c'est quand même l'une des premières cultures en matière de contribution de notre économie que l'on contribue à cette hauteur. Et il est reconnu que les producteurs de coton, ce sont les meilleurs producteurs de céréales. Et en plus de cela, le coton, les sous-produits du coton sont utilisés d'une manière ou d'une autre dans la gestion de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, quand vous prenez Citec, l'huile c'est à base de coton, le savon c'est à base de coton. Si vous prenez les sous-produits, les tourteaux qui contribuent beaucoup à l'alimentation des animaux, qui dit nourrir les animaux, c'est nourrir les hommes, c'est une gestion de la sécurité alimentaire. Donc, arriver à subventionner la culture du coton d'une manière ou d'une autre, c'est se donner les moyens d'être économiquement plus fort, de créer des richesses, d'assurer aussi une sécurité alimentaire d'une certaine façon. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi les cultures céréalières. Et là, je vous viens de vous dire tantôt que l'État a fait beaucoup d'efforts à ce niveau, en allant jusqu'à 27 000 tonnes de céréales, ce qui n'a jamais été le cas, parce que c'est une situation vraiment d'urgence et qu'il fallait gérer. Et pour être vraiment honnête avec vous, ces subventions, en réalité, de production céréalière, si vous voulez, de production, de consommation, ce ne sont pas des solutions durables. Donc, ce sont des solutions qui nous amènent à rester dans un cercle vicieux. Il faut aller vers des solutions structurantes, vers des projets structurants pour permettre à notre agriculture de pouvoir définitivement décoller. Parce que si on subventionne indéfiniment, nos producteurs resteront dans ce cercle. Ils ne pourront pas, aujourd'hui, quand on fait le bilan de ces subventions, quel impact avons-nous sur notre agriculture? Donc, il y a des plaintes par-ci, par-là. Certes, nous n'avons pas le choix que de les accompagner parce que c'est une urgence. Mais dans le moyen terme, nous devons y réfléchir à structurer mieux notre agriculture pour pouvoir définitivement impacter le développement agricole. Pour sortir de la question des intrants, il y a bien une opération qui est en cours. Elle se passe très bien. Si, actuellement, la distribution des intrants se passe très bien. Je suis allé sur le terrain, je suis allé dans les hauts bassins, je suis allé dans les cascades. J'ai pu constater que la distribution des intrants a commencé il y a de cela 2-3 semaines. Aujourd'hui, quand on parle d'intrants, il y a aussi les semences. Donc, pour les semences, la distribution est quasiment bouclée, si vous voulez. Mais c'est la distribution des engrais qui est toujours en cours. Il faut reconnaître que là, il y a quand même certaines difficultés. Et chaque jour que Dieu fait, ce sont des rencontres d'urgence, ce sont des coups de téléphone, ce sont des échanges avec les acteurs sur le terrain pour faire en sorte qu'on puisse accélérer cette distribution des engrais-là pour que les paysans puissent les avoir assez vite parce que la campagne n'attend pas. Et nous avons en tout cas écho que dans certaines zones, la distribution de ces engrais est très bien avancée. Et voilà, certains acteurs sur le terrain ont témoigné.
Et pour avoir le cœur net, aujourd'hui, nous avons des agents que nous avons envoyés sur le terrain de l'inspection du travail pour s'assurer que tout se passe normalement et qu'il n'y a pas de difficultés particulières. Donc voilà les approches que nous avons pour corriger de jour en jour cette distribution d'intrants qu'il faut reconnaître. Il y a quand même des difficultés sur le terrain et qu'il faut travailler à corriger. Okay. Vous parliez tout à l'heure aussi du projet, des mesures structurantes, donc travailler sur le long terme. Justement, parlant de cela, il y a ce projet-là, le projet qu'on a lancé, un projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel, phase 2, c'était de 2016 à 2021. Quelles sont les perspectives concrètes, n'est-ce pas, par rapport à ce projet-là? Et pour celui qui va commencer pour 6 ans, qu'est-ce qui est attendu? Merci bien. Justement, quand on a lancé la campagne agricole, on a jumelé avec le lancement du grand projet qui est le PRAPS. Il faut reconnaître que c'est un projet de grande envergure, donc un projet qui touche 11 régions du Burkina Faso et qui touche un domaine assez capital pour l'élevage dans notre pays, pour ne pas dire pour l'économie de notre pays, parce que l'élevage contribue beaucoup à l'économie du pays. Ça, il faut le reconnaître. Et le pastoralisme aujourd'hui nous fournit près de 80% de ce que nous avons comme ruminants, si vous voulez. Donc, voilà un projet qui, à sa première phase, a eu, en tout cas, des résultats très appréciés sur le terrain par les acteurs. Nous avons récemment défendu le projet de loi, bien sûr, de ce projet à l'Assemblée, et nous avons eu des témoignages des acteurs qui ont reconnu l'efficacité, qui ont reconnu l'impact réel de ce projet sur le terrain et qui a réussi avec des approches, des projets assez structurants, arriver à contribuer dans le domaine du pastoralisme, notamment les questions de santé animale, les constructions d'infrastructures pastorales, les forages hydrauliques pastorales, si vous voulez, les parcs de vaccination, et ensuite aussi les fermes pastorales, le marché de bétail, et j'en passe. Donc, il y a eu beaucoup d'investissement, si bien que les acteurs se reconnaissaient beaucoup dans ce projet. Mais il faut aussi souligner que dans certaines zones, il y a eu beaucoup de difficultés, notamment la crise sécuritaire, qui a fait que certains investissements ont débuté, mais on a des difficultés pour les achever. Alors, on s'est dit que c'était quand même assez important, au vu de l'engouement autour de ce projet, de se donner encore les moyens pour quelques années, de renforcer les acquis, bien sûr, que nous avons eu les années précédentes, et aussi d'intensifier, bien sûr, dans la transformation structurelle du pastoralisme aujourd'hui, qui pour nous est un domaine assez capital. Et en mettant l'accent cette fois-ci, par exemple, sur la prise en compte du genre, c'est-à-dire les jeunes et les femmes, dans la question du pastoralisme, en mettant l'accent aussi aujourd'hui sur les questions de médicaments vétérinaires, parce que si on ne contrôle pas bien ces médicaments, les maladies du bétail, nous aurons beaucoup de difficultés à les gérer. Donc voici des questions qui seront beaucoup plus prises en compte dans cette deuxième phase et qui, nous pensons, va contribuer définitivement à transformer l'image du pastoralisme dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous en avons effectivement besoin, même au vu du contexte, parce que les pastoralistes sont beaucoup victimes de la situation que nous vivons, notamment le terrorisme. Rien que vendredi soir, j'ai reçu les Rougards, des acteurs qui sont dans ce domaine. C'est un mode de vie. Ces paysans, ces producteurs ne connaissent que cette façon de pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais aujourd'hui, on les confond à des mauvaises personnes, à des terroristes. Et ce n'est pas le cas. Donc, ces acteurs sont victimes de cette situation et c'est aussi l'occasion de pouvoir les identifier clairement, de les accompagner, d'identifier leur bétail et de faire en sorte que de façon sécurisée, ils puissent mener leurs activités au profit de la nation burkinabé et pas seulement de la sous-région. Parce que je précise qu'en matière d'élevage, tous les pays côtiers, beaucoup de pays côtiers dépendent de nous,
dépendent de ces acteurs-là. Donc c'est très important le projet PAPS pour nous aujourd'hui. D'accord. On parle de la campagne 2022-2023, mais celle passée, bon, selon beaucoup d'acteurs, n'était pas si fameuse que ça. Mais il y a eu des propositions qui étaient intéressantes. Par exemple, je prends celle de l'un de vos partenaires, la Confédération paysanne du Faso, pour ne pas la trahir. Elle disait qu'il fallait repenser la politique d'irrigation au Burkina Faso, prendre des mesures immédiates pour la question du renforcement des stocks. Je sais que tout à l'heure, vous parliez de la mise en place de la question de l'accompagnement de la centrale d'approvisionnement d'intrants. Et il parlait aussi de travailler à la sécurisation, notamment des producteurs dans les zones à risque très élevé. Ce sont des propositions qui ont été faites, c'est vrai, avant vous, mais l'administration, c'est une continuité. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment avancé sur ces points qui sont soulevés par ces derniers? Oui, merci. Il faut dire que quand nous sommes arrivés, effectivement, nous sommes au courant de ces questions qui avaient été déjà posées et nous appuyons à fond ces leviers. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que l'intensification de notre agriculture doit passer par la maîtrise de l'eau. Donc, tous les projets et programmes qui étaient en cours et qui visaient à l'aménagement des zones de production, notamment les bas-fonds, les plaines d'irrigation, nous les accompagnons à fond. Et actuellement, nous sommes même en réflexion pour voir comment il faut développer davantage l'agriculture dans les agropoles, en impliquant surtout le secteur privé. Donc, rien que la semaine prochaine, nous avons entamé des concertations avec le secteur privé parce qu'aujourd'hui, l'aménagement d'un hectare coûte tellement cher que l'État seul ne peut pas. Il faut impliquer ces secteurs privés. Il faut leur donner des conditions assez attrayantes qui leur permettent d'investir dans la durée et contribuer à la création de l'emploi, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, sur ce point, nous sommes parfaitement dans cette lancée et nous travaillons, bien sûr, non seulement à consolider les acquis, mais aussi à développer d'autres initiatives. Vous avez parlé tantôt de la centrale d'approvisionnement. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'État a fait des efforts. C'était notre premier dossier que nous avons géré quand nous sommes arrivés pour débloquer ces 50 milliards de lettres de crédit. Aujourd'hui, c'est chose faite et la CAIMA est en train de prendre son envol. Et nous espérons qu'elle pourra définitivement approvisionner le secteur avec suffisamment d'intrants pour faire en sorte que dans les années à venir, nous ne fonctionnions pas en flux tendu et que nous puissions être à l'abri des chocs que nous connaissons. Alors, les questions de stock alimentaire doivent être gérées et nous avons la SONAGES. Nous avons aussi trouvé un dossier où il y avait beaucoup, il y avait une faible quantité de stock national de sécurité. Et ça donne des frayeurs quand vous arrivez à la tête d'un département et que vous vous rendez compte que la structure qui doit gérer les stocks de sécurité alimentaire du pays, les stocks sont à un niveau très bas. Ça nous a fait très peur. Et il fallait très vite prendre des initiatives avec les partenaires techniques et financiers, ce que nous faisons. Et aujourd'hui, avec le plan de réponse que nous sommes en train de mettre en œuvre, avec l'appui de ces partenaires techniques et financiers, nous travaillons à rehausser le niveau de ce stock de sécurité parce que c'est très important. On le dit, on parle de sécurité alimentaire, mais il ne s'agit pas juste de produire et d'être excédentaire. Il faut aussi arriver à gérer ces stocks. Et ça, c'est très important. Si on ne gère pas ces stocks, on n'est pas à l'abri de catastrophes. Et catastrophe qui dit actuellement, nous sommes vraiment en plein. Et il faut vraiment travailler à consolider les acquis dans cette structure et faire en sorte que cette structure puisse jouer pleinement son rôle dans la question de gestion de la sécurité alimentaire. Vous avez parlé de l'insécurité. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, il est clair que nos zones de production, l'insécurité est là. Même nos agents sur le terrain sont menacés, ça il faut le dire. Il y a eu beaucoup d'arrestations, malheureusement, de nos agents sur le terrain. Nous sommes conscients de cela, le gouvernement est conscient de cela. Nous communiquons régulièrement avec les agents pour hausser leur morale, pour dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Personne n'est à l'abri de cette situation. Nous devons juste changer de comportement et dire que nous ne sommes pas dans une situation normale aujourd'hui. Et tous les actes, les gestes que nous posons aujourd'hui, nous devons tenir compte de cette situation d'insécurité. Et le gouvernement y travaille. Il y a des stratégies en cours, non seulement pour gérer les projets et programmes déjà en cours, pour sécuriser les zones de production, mais aussi anticiper pour les projets que nous sommes en train de développer, d'intégrer systématiquement aussi des volets de gestion sécuritaire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dérober à ce volet. Donc,
ce n'est pas peut-être le lieu, ce serait très hasardeux sur ce plateau de détailler toutes les stratégies de sécurisation qui sont en cours, mais je voudrais rassurer que ces stratégies existent, elles se mettent en œuvre, mais surtout qu'on a besoin de l'adhésion des fils et des filles de ce pays pour qu'on arrive à une sécurisation parfaite de tout le territoire. Ça, c'est très important. D'accord. Dernière question. J'allais parler des actions à mener quant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais je vois que vous avez déjà longuement abordé la question. Mais je m'en voudrais aussi de ne pas vous poser cette question-là qui parfois se retrouve dans les lèvres des Burkinabés avec la question la guerre en Ukraine et en Russie. Certains ont préconisé comme réponse aussi le Burkina pourrait se lancer dans la culture du blé au niveau du ministère. Qu'est-ce que le ministère pense de cela? Oui, merci. Le ministère est conscient de cela. Et il faut dire que la culture de blé, ce n'est pas nouveau pour le Burkina Faso. Elle a été déjà pratiquée il y a longtemps de cela, dans la vallée du Sourou, et qui avait montré de très bons résultats. Aujourd'hui, face à la situation, à la crise du pain, on a réfléchi dans le gouvernement. Il y avait déjà des réflexions en cours pour voir comment est-ce qu'on peut cultiver le blé en rotation avec le riz. Nous avons tout de suite pris contact avec la recherche et qui aujourd'hui dispose de 4 à 5 variétés assez performantes qu'elle a mises en place. Donc l'idée c'est de réfléchir aujourd'hui et de voir si le blé peut être cultivé en rotation avec le riz, parce que dans les périodes froides, ça se cultive dans les périodes froides au mois de octobre, novembre, décembre en allant. Et ça nous permet en ce moment, voilà, quand on ne peut pas faire du riz ou des céréales, de pouvoir faire du blé. Mais nous disons que si on se met à cultiver le blé, il faut penser à une industrialisation, il faut penser à une diversification de la consommation au niveau des populations, parce que ce ne serait pas seulement pour faire du pain, mais aussi on peut utiliser le blé pour faire des pâtes alimentaires, on peut transformer en farine, on peut faire des biscuits. Il faut développer une industrie autour de cela. Et nous sommes en concertation avec le ministère aussi en charge du commerce, en charge de l'industrie. Donc déjà dès le mois d'octobre, avec nos contacts au niveau de la recherche, nous pensons déjà à mettre environ certaines superficies sous culture pour développer déjà la semence qui a été, si vous voulez, développée par ces chercheurs et qui sont performantes. D'arriver à développer, à produire suffisamment de souches. Et parce que sans semence, bien sûr, on ne peut pas se mettre à lancer une production. Donc si on arrive déjà à développer cette production de semences, nous pensons que dans un futur proche, dans l'autre campagne ou dans 2-3 ans, nous devons pouvoir suffisamment produire assez de blé, pas seulement pour la production de pain, mais aussi pour que le blé serve à diversifier l'alimentation des Burkinabés, parce que ça aussi, c'est possible. D'accord. Merci bien, Monsieur le ministre. On espère que ça ne sera pas la dernière. C'est une première fois qu'on vous a ici au JDS. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et on espère, sur ces questions qui sont assez grandes et larges et qui préoccupent les Burkinabés, qu'on vous aura ici encore pour les aborder avec nous. Merci. En tout cas, merci. Je rappelle que nous étions avec Dr Delwende Inoussa Kiba. Il est le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Vous restez avec moi, David Nana, puisque nous sommes toujours dans la partie économie de ce rendez-vous d'information. Cette fois-ci, nous allons aborder une autre thématique, mais avec une transition, un reportage qui concerne justement la thématique que nous allons aborder tout à l'heure. Le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement, avec à sa tête la ministre Maminata Traoré Koulibaly, qui a procédé hier samedi à la fermeture officielle des sites d'exploitation minière artisanale. Cela répond, il faut le rappeler, à l'arrêté du 12 juillet 2010 portant interdiction de l'activité d'orpaillage dans la saison hivernale. La cérémonie s'est déroulée à Nobsin, dans la commune de Moktedo, province du Gamzougou, région du Plateau central. On y revient dans ce reportage avant l'échange. Je déclare fermée la campagne 2021-2022 de l'exploitation artisanale de l'or. Les travaux d'exploitation minière artisanale de la campagne 2021-2022 sont closes. Le gouvernement, dans un arrêté de 2010, interdit l'activité d'exploitation artisanale pendant la saison hivernale. Cela est dû aux éboulements dans les sites aurifères artisanaux en cette période de l'année. Les décès enregistrés dénotent que les mesures gouvernementales ne sont pas respectées. La sensibilisation devient donc l'un des moyens essentiels pour toucher les premiers responsables
Ce à quoi s'attelle donc la ministre en charge de l'environnement présente à cette cérémonie. Cette année, le gouvernement a voulu donc dévancer, comme on dit, les choses en tenant un atelier, d'abord des concertations dans les régions, ensuite un atelier avec l'ensemble des artisans pour leur faire comprendre en tout cas l'intérêt de changer de comportement qui va leur permettre en tout cas de l'épanouissement du métier d'artisans miniers. L'orpaillage, c'est vrai que c'est un secteur qui est très important pour nous, mais en même temps, c'est un secteur qui nous endeuille par moment. Et aujourd'hui, on se rend compte que même dans les sites miniers, il y a l'insécurité. Donc tout cela pris en compte, nous demandons à chacun d'y aller du sien, de mettre la main dans la pâte pour que cette saison, les miniers respectent, que la population accompagne et le gouvernement également. Pour le directeur de l'encadrement technique de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées ANEMAS, les activités d'orpaillage cette saison s'est bien passées, même si des cas de décès ont été enregistrés. Je peux dire qu'elle s'est bien passée dans l'ensemble, mais dans un contexte assez difficile. Et donc ce contexte difficile a fait que, vous l'aurez remarqué lors de la cérémonie, ça a été signalé, que cette cérémonie se déroule dans un contexte particulier, marqué justement par le défi sécuritaire. Voilà, mais dans l'ensemble, oui, on peut dire qu'il y a eu quand même des incidents, notamment celui de Gomblora, voilà, qui a fait jusqu'à 63 morts avec l'explosion. On a eu quand même quelques cas aussi d'éboulement assez récemment. Le syndicat national des exploitants miniers artisanaux du Burkina demande au gouvernement son implication pour une meilleure organisation. Des responsables désignés dans les différents sites aurifères artisanaux pèseront de tout leur poids pour faire respecter les mesures. Les sites d'orpaillage n'ont pas de responsable et à chaque fois, nous interpellons les autorités. Il faut que chaque site ait son propre responsable. Ainsi, s'il y a un problème, ce dernier pourra le résoudre. Il y a un président régional. Si le responsable ne fait pas bien son travail, il doit répondre. Si on annonce la fermeture des sites et que certaines personnes continuent le travail, le président régional se doit de demander des comptes aux responsables. Nous n'allons pas cesser d'interpeller. Il faut des responsables pour que la fermeture soit respectée. Selon la cartographie des sites d'orpaillage initiée par l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées ANEMAS, plus de 600 sites sont fonctionnels sur les 8000 répertoriés. De 2010 à 2017, plus de 500 personnes sont mortes sur les sites d'orpaillage du fait des éboulements. Les sites d'exploitation artisanale resteront fermés jusqu'au 31 octobre 2022, date de la réouverture de la campagne. Notons que cette cérémonie de fermeture d'exploitation artisanale d'or a été ponctuée par une plantation d'arbres. Plantation artisanale, donc, nous y revenons, et le reporter tout à l'heure nous permet de mettre les pieds dans les plats. Nous avons comme invité sur ce plateau avec nous le directeur général de l'ANEMAS, entendez, Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées, en la personne de Jacob Ouetraogo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir, déjà avec le reportage qui nous permet d'avoir déjà un genre de regard. C'est la saison des pluies et c'est très dangereux de continuer cette activité. Et depuis 2010, il y a une note du gouvernement qui est sortie et donc pour cette fois-ci, il y a eu une cérémonie. Habituellement, il n'y a pas droit. Alors, il faut dire d'abord merci à la télévision Tri TV qui nous donne le plaisir et l'honneur de pouvoir venir communiquer autour de l'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso. Alors, la cérémonie qui s'est tenue à Moctedo vient juste en application de l'arrêté interministériel qui a été pris depuis juillet 2010 par le gouvernement pour interdire ou suspendre les activités d'exploitation artisanale de l'or pendant la période hivernale. Cela, c'est juste pour éviter les cas d'éboulement, les accidents et les incidents que nous vivons régulièrement et qui endeuillent le monde du secteur de l'orpaillage. Et cela également, c'est pour permettre pour notre cas précis cette année de profiter de cette période de suspension
réfléchir davantage, affiner les réformes qui ont été engagées avec les acteurs pour que nous ayons une bonne relance des activités dans une certaine réorganisation du secteur à partir du mois d'octobre qui coïncide généralement avec la réouverture des sites. Vous faites bien de le dire parce qu'il y avait aussi une journée de l'artisan minier, c'était les 14 et 15 juillet. C'est tout le prétexte aussi pour vous recevoir. David Anna. Oui. Alors justement, moi je voudrais savoir parce que pour cette année particulièrement, il y a eu cette journée dont fait qu'à Geoffroy Var. Alors c'est dans quel contexte est née cette journée? Parce que c'est une première édition. Pourquoi maintenant l'instaurer? Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire merci aux plus hautes autorités de ce pays qui nous ont accompagnés franchement pour la tenue de cette journée, qui est une première pour le monde des artisans miniers et qui a effectivement tenu le pari les 14 et 15 juillet passés. Il faut dire que cette édition a été initiée dans le cadre de la réorganisation du sous-secteur de l'artisanat minier, mais également avec un esprit de revalorisation du statut de l'artisan minier. Vous savez bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte sécuritaire difficile. Nous sommes plus ou moins une bonne partie de notre territoire où nous avons beaucoup de sites d'orpaillage ne sont plus accessibles. Et les quelques rares localités où qui sont des zones sécurisées, il y a également les personnes déplacées internes qui viennent renflouer les populations au niveau des sites miniers. Donc ça pose un problème sécuritaire également et il fallait qu'avec les acteurs, on puisse se retrouver pour échanger quel est l'avenir de ce secteur, quelle sera la contribution des acteurs dans la sécurisation de nos sites et aussi vraiment échanger sur les activités de l'organisation des sites d'artisanat minier. Merci. Et justement, quelle est la part contributive de cette exploitation artisanale? Parce qu'on n'en parle pas très souvent. Effectivement, on n'en parle pas. Il n'y a peut-être pas d'études assez précises. Mais tout ce que nous savons, c'est que l'artisanat minier rapporte beaucoup dans l'économie locale. Parce que c'est quand vous rentrez dans les zones où il y a cette activité, vous savez que l'activité économique est vraiment animée par le fait de leur apport. Mais au niveau recettes de l'État, nous pouvons dire que selon les études, l'enquête menée en 2017 par l'INSD, c'est autour de 200 millions que cette activité rapporte à l'État. Malheureusement, ça devrait être plus que cela. Parce que quand nous prenons également cette étude, nous avons une production annuelle d'au moins 9,5 tonnes d'or. Ce qui génère au bas mot 230 milliards ans. Et quand on va appliquer en termes de royalty, l'État aurait pu recouvrer 8 milliards. Parce que là, on est très loin du compte. C'est quoi? C'est qu'on a un appareil qui ne s'est pas adapté pour trouver des solutions pour capter et imposer, ou bien c'est des messieurs qui s'arrangent pour s'extirper de leur devoir. En réalité, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette situation. Vous savez que depuis la liquidation du comptoir burkinabé des métaux précieux, qui était la structure de l'État qui devrait réguler et racheter la production en 2004, nous avons observé une période de plus de 10 ans où l'État n'était plus maître des lieux. Ce n'est qu'en 2015 que l'État s'est ravisé pour créer l'ANEMAS, pour reprendre l'encadrement, mais également le rachat de la production sur les sites. Donc, durant ces 10 années, beaucoup de choses se sont passées et nous avons vraiment malheureusement comptabilisé beaucoup de méfaits qui rend sombre le visage de l'orpaillage au Burkina. En plus de cela, nous avons aujourd'hui que c'est un secteur qui est fortement informel et qu'il faut travailler à mettre dans les rangs. Il y a aussi que les conditions de travail ne facilitent pas la tâche. Nous avons un grand défi aujourd'hui qui est la question des espaces de travail. La plupart de nos sites artisanaux naissent fortuitement et malheureusement sur la plupart des temps sur les permis de recherche des détenteurs d'un certain nombre de sociétés ou de certaines personnes. Et malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de les encadrer tant que
ces détenteurs de permis ne donnent pas leur accord préalable pour qu'on les organise. Donc tout cela ralentit un peu l'action et c'est cela qui justifie aussi les réformes que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour pouvoir répondre aux besoins et permettre à l'État d'avoir un meilleur regard, mais aussi une meilleure action en termes d'encadrement pour mieux centraliser et ramener ces acteurs-là à contribuer pour notre économie. D'accord. Moi, je veux bien rester sur la question parce que le JDS, c'est ça aussi, c'est des questions de pédagogie, on veut bien comprendre. Est-ce que ça veut dire que le citoyen lambda, dès qu'il estime qu'il y a de l'or ici, il peut y aller, exploiter, sans que l'État lui donne une autorisation? C'est la réalité du terrain. Sinon, les textes sont là, les textes encadrent et tout le monde, le code minier l'a précisé. On ne peut pas exploiter sans autorisation des ressources minérales au Burkina. Alors, pour faciliter la tâche, on a instauré la carte d'artisan minier pour les individus. Parce que pour les sociétés, les personnes morales, il y a les différents permis de recherche, permis d'exploitation, permis semi-mécanisés et autres, pour faciliter les autorisations d'exploitation artisanale qui facilitent le travail. Juste un bémol avant que vous ne continuiez là, c'est ce qui a été suspendu ou pas? Les autorisations? Ces autorisations-là, c'est pas de celles-là que vous parlez. Voilà, c'est de l'exploitation artisanale, mais même ce qu'on appelle AEA. Okay. Plus bien sûr l'exploitation clandestine qui se fait, c'est tout cela qui est arrêté, parce que ce n'est pas maîtrisé. D'accord. Voilà. Donc, en période hivernale, on arrête les activités d'extraction. Non, je ne parle pas de l'activité. Parce que là, on sait qu'on est en période hivernale. Depuis 2010, il y a un arrêté qui est sorti. Mais sur la question des autorisations, on a vu qu'il n'y a pas longtemps, au niveau du ministère, il y a au niveau d'un directeur une autre qui était sortie. Elle avait été contredite par le ministre. C'est de ça que je parle. C'est de ces autorisations-là que vous parlez? Non, effectivement, le 27 avril passé, le gouvernement a communiqué sur des mesures. Vous savez que le gouvernement avait annoncé un certain nombre d'actions et parmi ces actions, le gouvernement a annoncé la mesure de suspension des activités d'exploitation artisanale dans le sens de pouvoir permettre de faciliter la réorganisation des activités. Donc c'est vraiment lié à tout ce qui est exploitation artisanale, mais c'est toujours dans le cadre de l'arrêté interministériel qui observe cette période et qui devrait nous permettre de profiter de ce laps de temps pour travailler à réorganiser. D'accord. C'est vrai que je vous avais arrêté parce que vous continuez dans les explications que vous nous donniez, notamment à la question de David Nana. Oui, c'est toujours avec ces cas de figure des autorisations. Je crois que vous vous souviendrez qu'il n'y a pas si longtemps, à Houndé, on a vu ce qui s'est passé, notamment entre les mines modernes et puis des artisans, des miniers artisans, comme on le dit. Mais c'est à ne pas comprendre parfois comment se fait les autorisations. Est-ce qu'avant de donner une autorisation, au préalable, on tient compte de ces artisans miniers là ou comment ça se fait? Alors, il faut dire que pour ce qui est des autorisations d'exploitation artisanale qui sont délivrées par le cadastre minier, il y a un principe qu'on ne peut pas faire de superposition de titres ou d'autorisation. Donc, lorsque vous déposez votre demande d'autorisation d'exploitation artisanale au niveau du cadastre, ils prennent le soin de vérifier si cela se trouve sur le permis d'un tiers ou pas. À ce niveau, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que nous avons la plupart de nos sites sont des sites qui n'ont pas de documents, qui n'ont pas été demandés à l'administration. Donc aujourd'hui, tout le gros boulot de l'ANEMAS, c'est de courir après ces exploitants maintenant pour les amener dans le circuit formel. Et quand vous prenez aujourd'hui, nous n'avons qu'une dizaine d'autorisations d'exploitation artisanale. On n'a qu'une douzaine de conventions de gestion que l'ANEMAS a pu céder à un certain nombre de... Mais sur 800, vous voyez, le ratio, il est inimaginable. Voilà. Donc, ça dit vous avez dit, il y avait combien qui étaient encore fonctionnels? C'était sur les 800? Sur les 800, il y avait 600 fonctionnels en 2018, mais nous sommes dans la démarche pour pouvoir actualiser ces données, parce que 2018 à maintenant, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est quand même surprenant. Quand on sait que le Burkina Faso, c'est un pays minier, avant on parlait de potentiel, maintenant il est pays minier. Donc sur ce tort-là, qui est notre premier produit d'exportation, on a des messieurs qui peuvent se lever un matin et puis parce qu'ils peuvent creuser, ils
puis prennent la quantité qu'ils peuvent, et puis après c'est fini, l'État ne peut pas faire grand-chose. Il y a des mesures coercitives, il y a des campagnes qui sont organisées pour pouvoir les y contraindre, c'est ce qu'on veut comprendre. Oui, il faut dire que ce n'est pas une situation que le Burkina seul vit, même les autres pays de la sous-région où il y a de l'or, c'est la même situation et tout le monde se débat. Et l'espace où et moi travaillent ensemble également pour voir comment on peut restructurer et faciliter l'activité. Donc, pour dire que c'est un fait qui s'impose et qu'il faut, au regard de l'ampleur de l'activité, au regard des emplois générés par cette activité, aujourd'hui on parle de plus d'1 million 300 ou 500 d'emplois directs et plus de 2 millions en indirect. Rien que les emplois directs, ça vous fait près de 7% de la population. L'État ne peut pas se résigner à regarder comment on accompagne. Voilà. Donc, les textes existent, il y a des sanctions, mais malheureusement, l'ampleur de la situation est telle que nous devrons privilégier la sensibilisation, la formation et les concertations pour ramener ces acteurs vers une certaine formalisation de leur site. Même à l'intérieur, on a l'impression que l'État est très peu présent, pas accepté même par moment, ou bien craint, mais c'est tout un cocktail. Dans un site d'exploitation artisanale, pour reprendre un peu les propos de la rue, vous n'êtes pas fou pour y aller comme ça. Même quand les forces de l'ordre, si hasard, ça ne se passe pas souvent de façon très simple. Qu'est-ce qui explique cela? Tout à l'heure, dans le reportage que nous écoutions et que nous regardions, il y avait quelqu'un qui disait, des acteurs de ce secteur, qui disait il serait intéressant que l'acteur travaille, que l'État travaille à ce qu'il y ait un genre de responsable désigné pour que même pour la question de la fermeture qui a été décidée, cela soit appliqué. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que l'État ne peut pas, la force ne peut pas revenir à l'État dans ces espaces-là? Alors, pour donner cette force à l'État, l'État a créé des structures opérationnelles. On a créé l'ANEMAS pour l'encadrement technique, on a créé l'ONASIM pour la sécurisation des sites miniers, on a créé la PENAF pour lutter contre la fraude. Malheureusement, je ne vous apprends rien, l'ONASIM a un certain nombre de difficultés qui ne permettent pas à cette structure de prendre le contrôle de l'ensemble de ces sites. Donc, dans les échanges et les réflexions en cours également, je pense que le ministère de l'administration territoriale, qui est en charge bien sûr la question de sécurité, ils ont des réformes également sur ce plan pour permettre à l'ONASIM d'être plus opérationnel et pouvoir accompagner les actions de terrain. Voilà. Et également, il faut dire que tout le problème, c'est les questions d'espace. Vous ne pouvez pas responsabiliser quelqu'un sur le terrain de quelqu'un. C'est très simple ce que je peux dire. Aujourd'hui, il faut... Force reste toujours à l'État. L'État peut choisir de désormais être présent aussi. Évidemment, mais cela doit s'accompagner par une réforme de certains nombre de textes, parce que nous sommes dans un État. Voilà, il faut retravailler un certain nombre de textes pour créer des sorties qui puissent permettre à l'État d'opérer. Sinon, on serait dans un désordre encore. Voilà. Donc, c'est dans ce sens que les acteurs ont demandé qu'on leur crée des espaces dédiés à l'exploitation artisanale. Voilà. Ça facilite le travail d'encadrement que l'ANEMAS va faire et on pourrait mieux suivre leurs activités. D'accord. Il le faut parce que je reprends encore les mots d'Eva, parce que quand on vous entend parler, vous parlez sur 50 milliards qu'on pouvait avoir, l'État se retrouve seulement avec 200 millions, ça veut dire qu'il y a quand même un manque à gagner au niveau de la fiscalité pour notre pays. C'est juste un commentaire que je faisais. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là, comme on parle terre à terre, ils ne payent pas les impôts? Mais puisque le créneau même pour payer ces impôts pose problème. Alors, pour pallier pour le moment à cette défaillance, nous avons initié ce qu'on appelle les chartes communales de gestion des sites, qui vont être pilotées par les différentes collectivités et qui vont, là où il y a des sites dans leur localité, ils vont signer des accords et ça va permettre à la collectivité de pouvoir suivre, mais aussi d'imposer un certain nombre de frais à payer. Il y a un problème quand même parce que ils ne sont pas pris en compte dans le fisc, mais quand il y a un problème tout de suite,
On appelle au secours au gouvernement qui s'y retrouve. Non, l'or ne s'est pas appliqué sur l'exploitant. Il y a des circuits. Il y a les exploitants qui sortent de l'or, mais qui sont obligés de revendre à des collecteurs qui sont sur les sites. Et ces collecteurs sont obligés de vendre au comptoir. Voilà. Et c'est à partir des comptoirs que l'État perçoit. Et quand je parle d'environ 200 millions, c'est ce que les comptoirs ont déclaré qui constitue effectivement la part constitutive de l'exploitation artisanale. Alors qu'on est dans une production qui est dans une mesure tout autre. Exactement. D'accord. Justement, parce que là, sur les sites, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Et je pense qu'il n'y a pas si longtemps, on avait vu les 50 morts après une explosion dans un site d'exploitation artisanale. Ça a interpellé tout le monde sur la dangerosité et des éléments utilisés, mais aussi de la question même de la sécurité sur ces sites-là et le caractère impérieux de sensibiliser. On fait tout et n'importe quoi, comme on veut. On dirait que c'est un no man's land, c'est une zone de non-droit. Exactement, nous avons effectivement vécu malheureusement cette situation à Gongombiro en février passé, où nous avons perdu une 60aine de personnes suite à une explosion de substances explosives. Par principe, dans l'exploitation artisanale, il est formellement interdit. Il est formellement interdit l'usage des explosifs. Ça, c'est clair. Il y a la loi 051 qui réglemente cela. Alors, comment ces explosifs transitent pour arriver sur les sites? Il y a plusieurs acteurs qui doivent être interpellés. Il n'y a pas que les acteurs qui utilisent qu'il faut voir, mais c'est toute une chaîne et chacun doit se remettre en cours pour qu'on évite au maximum que ces sites soient emprisonnés en substance. Eux, c'est un besoin. C'est un besoin et tant qu'ils n'ont pas ça, c'est pour eux, c'est comme s'ils ne peuvent pas travailler. Alors que non, ça même, ça vient en déphasage avec la définition de l'exploitation artisanale. Donc, il y a un travail qui doit être fait par les structures d'encadrement, mais également les structures, les forces de défense et de sécurité, la douane, tout le monde, pour qu'on puisse maîtriser cette situation. Je suis surpris quand même, parce que lorsque c'était arrivé, on avait plus mis en avant, l'inconséquence de quelqu'un qui avait décidé d'entreposer de la dynamite à côté de là où les uns ou les autres creusaient, quelque chose comme ça. Mais on n'a pas mis en avant le fait que ce soit même illégal, que ce soit sur ce site. Ça, c'est pas une communication qu'on avait beaucoup plus entendue. Pourtant, personnellement, j'ai eu à intervenir sur certaines presses. Je l'ai dit, on a rappelé les textes et on a dit que cela était formellement interdit. Mais dans ces sites-là, il n'y a pas de sites sans ça. C'est bizarre. Et pourtant, c'est ça aussi l'exploitation artisanale. Selon nous, en tant que structure d'encadrement, puisque les explosifs, il y a toute une réglementation pour ça, son acquisition, le transport, le stockage, l'utilisation. Et tant qu'on n'a pas tout ce dispositif-là, on ne peut pas permettre. Mais c'est ça aussi le problème. Vous êtes l'aile technique à ce niveau. On est devant les faits accomplis, on n'arrive pas à contrôler, mais toutefois, ce sont des Burkinabés qui sont sur les sites. Est-ce que vous, en tant que l'aide technique, je sais aussi que vous avez besoin de la force avec vous, vous ne pouvez pas aussi faire des descentes sur ces terrains-là pour des... Je ne sais pas si vous le faites déjà, pour des campagnes de sensibilisation, mais aussi utiliser des mesures coercitives quand ces cas-là se présentent, par exemple. Vous ne pouvez pas disposer de la dynamite alors que c'est interdit sur un site minier. Oui, exactement. Mais tenez-vous bien, nous avons que, peut-être, actuellement, l'ANIMAS n'a que 10 bureaux d'encadrement dans 5 régions qui sont déjà situés en chef-lieu de province et chacun a peut-être sous sa coupe une 50aine de sites à gérer. Alors, de un, comme vous l'avez dit, pour aller sur ce site, il faut faire un travail de fond pour être accepté, avoir la confiance de ces acteurs, sinon, ce n'est pas évident. Et si nous, en tant que structure de cadre, c'est nous encore, on doit venir avec une certaine coercition, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Mais il y a d'autres acteurs, la loi 051 précise ceux qui doivent faire ce travail. Je pense que c'est à ce genre de faire leur travail. Voilà. On aura compris. mais revenons justement sur cette première journée. Bon, ça, c'était les 14 et 15. Oui. Quel bilan on peut en faire, puisque c'était quand même une première? Oui, c'est un bilan très satisfaisant pour nous.
le fait de pouvoir tenir cette première édition. Alors, c'est une édition qui nous a permis d'échanger sur plusieurs thématiques. Questions sécuritaires, mais questions liées à l'exploitation artisanale. Et nous avons parlé des technologies innovantes que nous voulons que les artisans miniers adoptent pour éviter les impacts négatifs que nous avons sur l'environnement. Et nous avons eu beaucoup de panélistes, des hommes très expérimentés qui sont venus partager leur expérience avec les artisans miniers. Et au-delà de cela, nous avons eu une plage de récompenses, de reconnaissance des bonnes pratiques sur le terrain. Parce que c'est vrai que l'orpaillage semble avoir un visage très sombre, mais il y a quand même des gens qui s'illustrent et qui font l'effort de respecter la réglementation. Nous les avons primés et c'était très bien, ça a été beaucoup apprécié. Et nous avons des retours de certains qui ont été reçus triomphalement dans leur région. Je pense que c'est dans le sens de revaloriser le statut de l'orpailleur. Et je pense que le président l'a précisé, que c'est la première fois que, en se disant orpailleur ou artisan minier, il a la tête haute. Voilà, il n'est plus complexé. C'est un emploi comme tout autre qui peut contribuer au développement de cette nation. Donc vraiment pour nous, c'est un bilan satisfaisant. Il y a eu des recommandations qui seront, le ministre l'a précisé, que tout sera mis en œuvre pour qu'on puisse mettre en œuvre ces recommandations. Quelles sont les recommandations essentielles? Alors, les recommandations essentielles, c'est d'abord de travailler à trouver des espaces pour les artisans miniers. C'est le gros défi au niveau de l'espace UOMOA, c'est le défi majeur. C'est vrai qu'au Burkina, avec les contraintes sécuritaires que nous avons, c'est cette contrainte qui devient un défi majeur pour nous. Mais l'accès à la ressource est notre contrainte majeure. Alors, il y a la nécessité de renforcer les capacités des structures en charge d'encadrement, de contrôle et de suivi, mais également de la sécurisation des sites. Il y a la nécessité impérieuse pour les artisans de respecter les mesures que le gouvernement prend. C'est dans leur intérêt. Il y a aussi la nécessité que nous trouvons des mécanismes de financement de leurs activités. Aujourd'hui, c'est le seul secteur où vous n'avez pas d'institution bancaire qui tape la poitrine pour accompagner. Mais cela est dû à quoi? Parce qu'on n'a pas atteint un certain niveau d'organisation qui rassure. Donc il y a également eu une recommandation à ce qu'on puisse reformer de façon participative et inclusive les différents textes pour aller vers une réorganisation de ce secteur. David, je vous permets une question et moi je pose une autre. Je commence et vous allez terminer. Moi, la dernière question que j'aurai, parce que je m'en voudrais de ne pas la poser, au regard de l'actualité qui est la nôtre. Quand on parle de cet orpaillage, dans certains lieux, dans certaines zones du Burkina Faso, c'est vu comme, on va dire, un genre de lien financier avec le terrorisme. Ça, c'est une réalité aujourd'hui, où ils vont fonctionner. Vous dites que l'État n'arrive pas à fonctionner, mais en tout cas, eux, quand ils ont une zone sous leur coupe, ils ne s'amusent pas avec. Est-ce que c'est des questions qui sont ressorties lors de ces journées? Oui, nécessairement, puisque nous avons eu des communications sur la question, qui ont fait les liens, qui ressorti les liens qui existent, parce qu'il y a des études aussi qui le démontrent. Donc, c'était vraiment sans faux fuyant lors de ces concertations. Mais sur cette question-là, il y a des craintes vraiment à avoir, ou bien il y a des pistes pour pouvoir couper ces liens. Comment ça se passe? Non, pour nous, il ne faut pas se voiler la face. Il y a une réalité qui est là. La démarche était de trouver quelle est la contribution des acteurs pour éviter que nos sites d'orpaillage ne soient des zones de refuge ou des zones de recrutement de personnes malveillantes. C'est ça qui a été notre objectif. Et je pense qu'on a atteint notre objectif. D'accord. Moi, c'est juste une question d'éclaircissement. C'est fermé, les mines sont fermées. C'est quoi? C'est jusqu'en octobre, c'est bien cela. Quelqu'un qui ne respecte pas ces fermetures, à quoi il est soumis? Qu'est-ce que la loi prévoit pour ce dernier? Alors, pour quelqu'un qui ne respecte pas, je pense que, comme je l'ai dit, c'est un arrêté interministériel qui met la sécurité et aussi entité de mise en œuvre. Et il y aura les contrôles qui vont être faits tout de suite. À partir de maintenant, il y aura un certain nombre de contrôles qui vont être faits avec les forces de défense et de sécurité. Il y a qu'on peut enlever le matériel et vous pouvez même être contraint à payer des amendes pour certaines situations. Donc, il y a des mesures coercitives qui existent et qui vont en tout cas accompagner cette période-là pour que les gens rentrent dans les rangs.
D'accord, merci bien d'être passé sur ce plateau. Ça a été pour nous donc un véritable plaisir d'aborder ces questions et on espère donc vous revoir ici pour les aborder encore une fois. Merci aussi David Nana d'être passé sur ce plateau. C'est ainsi aussi que je vais fermer la partie économie de ce JDS qu'on a pris plaisir donc à partager. On va aller avec la dernière des rubriques, c'est celle sport. Et dans la partie sport, nous allons aller au complexe sportif Salitas qui a abrité hier samedi le championnat national de natation. On a eu droit à de la nage libre et à de la brasse en catégorie minime, cadette, junior et senior homme, dames aussi pour ne pas oublier. Je vous propose le point qui nous est fait par Assami Tiemtoré. Concurrent à vos plots. C'est la piscine olympique de Salitas qui a servi de cadre pour ce championnat national. En brasse chez les minimes, Alia Kouraogo chez les filles prend la première place et Mansour Ouedraogo chez les garçons. En cadette fille, Iman Kouraogo arrive première et Yann Somé chez les garçons. En junior, Shaïda Tinta est faite championne chez les filles et Suleiman Nampare chez les garçons. En senior, Elsa Zuitaba chez les filles remporte l'épreuve avec un temps de 47 secondes. Elle remporte également l'épreuve de la nage libre, mais termine 4e au Open. Ça, c'est la grâce de Dieu avec quelques entraînements aussi que j'ai eu à faire. Bon, c'est vrai que les entraînements n'étaient pas trop ça, mais bon, on a quand même, on s'est donné à fond et puis bon, on a fait de notre mieux aussi. Très difficile. Parce que comme il y a le domaine professionnel aussi qui est là, pour combiner les deux, travailler et puis faire le sport, souvent c'est pas simple, mais bon, on essaie de faire de notre mieux aussi. Chez les hommes, Ismaël Diallo, en 37 secondes, arrive premier. Lui également remporte l'épreuve de la nage libre et termine 2e en 100 mètres open. Bon, je peux dire que ça a été dur parce qu'on était nombreux à compétir. Senior garçon, c'est pas du tout facile, surtout quand on fait l'aller-retour. Le retour, c'est très très compliqué. Bon, j'ai donné le meilleur de moi-même et le résultat a marché. Bon, je prie Dieu qu'on me sélectionne parce que j'ai jamais sorti hors du pays pour aller faire une compétition internationale. Donc tout ce que je demande, c'est de sortir hors du pays pour aller représenter mon pays et voilà. Un pari réussi selon les organisateurs qui se disent satisfaits de l'organisation et de l'engouement suscité. Nous allons motiver encore plus, en tout cas les partenaires privés, pour qu'ils déposent encore une autre coupe. Quant au ministère, il fera des efforts. Comme il a dit, je me rappelle encore quand j'étais au ministère, la première subvention que nous avons accordée à la natation, c'était 500 000 francs. Cette année, ils ont reçu 10 millions. Alors donc, ça progresse. Je me réjouis du monde qu'il y a eu. Et je me réjouis parce que, monsieur le directeur général vous a dit, le premier championnat national a reçu une subvention de 500 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 10 millions. Cette évolution reflète également l'intérêt que la population porte sur cette discipline. Et nous pensons que cet engouement-là ne fera que grandir jusqu'à ce que nous en soyons vraiment aux anges. À l'issue de la compétition, tous les meilleurs athlètes dans chaque discipline ont été récompensés et rendez-vous est pris pour la saison prochaine. Après la natation, nous allons parler football au féminin. Nous l'annoncions d'ailleurs dans les titres de ce JDS, journal du dimanche au soir. Elles étaient donc logées dans le groupe A en compagnie du Maroc, du Sénégal et de l'Ouganda. Mais malheureusement, elles ont terminé avec un point. -2 devant l'Ouganda qui comptabilisait lui 1 point, -4. Elles sont revenues au pays, non sans avoir vraiment appris. Et d'ailleurs, nous sommes avec le coach Pascal Savadogo qui était avec ces dames et Jacqueline Sedgo qui nous a fait rêver, on va dire comme ça. Et à côté, Claude Rombard. J'ai dit d'abord bonsoir aux invités avant de vous dire bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy, en tout cas, ravi d'être là aujourd'hui. Vous l'avez dit, le football va se conjuguer au féminin. C'est ça. Comme on dit, ce n'est pas toujours
qu'on peut avoir des stars également aussi sur notre plateau, parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, elles sont devenues des stars du football féminin au Burkina Faso. Quand je regarde Jacqueline aujourd'hui qui est en face de moi, je suis très content. Elle est encore très jeune, ça prouve que le football féminin a de l'avenir au Burkina Faso. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. En tout cas, félicitations pour ce que vous avez pu produire. Et voilà, mais ça va? Oui, ça va. La santé, ça va? Ça va. On se rappelle, c'est elle qui est sortie sur la civière lors du premier match. Elle a reçu un coup de coude et après on a vu l'ambulance qui est venue. Oui. Tout le monde s'est pris de panique parce qu'on avait vraiment peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le ballon, je voyais le ballon venir. J'ai essayé d'éviter la personne, mais je ne pouvais pas. C'était trop tard. C'était trop tard. Donc, je suis arrivée, elle est venue avec le coude. Puis elle m'a tapé au niveau de la poitrine. Mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Après, ils ont regardé, les médecins, ils disent qu'il n'y a pas la grand-chose. respiration, c'est ça? Oui. Elle a eu du mal à respirer. En 30 secondes. C'est pas rien. Et j'imagine que Pascal, à côté, lui, c'était la peur. Oui, parce que c'était notre métronome du milieu. C'est elle et puis la capitaine Charlotte qui gérait notre milieu, les 6. Donc quand elle est sortie, parce que ça nous a un peu... Est-ce que c'est pas ça aussi, la tactique et la ruse des Marocaines pour pouvoir faire sortir une qui gênait un peu... nous, c'est pas, mais quand nous sommes arrivés au Maroc, ils nous ont imposé un terrain. Quand nous sommes arrivés, il y avait 8 caméras braquées sur le terrain. On a tout fait sauf tactique. On a changé de terrain. Ils nous ont intimé par tous les moyens de revenir le terrain là où il y avait les caméras. On a même commencé 30 minutes, ils sont venus avec la police de partir là où il y a les caméras. Donc du coup, on s'est adapté à notre environnement. On a tout fait sauf tactique. Parce qu'il ne faut pas se découvrir aussi. Puis comme nous n'avons pas joué des matchs internationaux, personne n'avait nos images. Donc tout le monde voulait, donc on a juste fait des jeux de conservation jusqu'à ce qu'on joue le premier match. Tu vois que c'est la malice aussi, hein? Oui, mais Claude, on va faire d'abord amende honorable, parce que juste un peu avant, on avait reçu madame, rappelez-moi le nom, c'était... La présidente de la commission football féminin, madame Isabelle Tal. C'est ça, Isabelle Tal. Et puis on lui disait, on espère que quand elles vont aller, elles ne vont pas nous envoyer des scores fleuves. On l'a dit ici. Oui, elle a dit, en tout cas, rassurez-vous. Voilà. Donc, nous, on commence à faire amende honorable. On n'a pas trop cru au départ. Et après, vous nous avez fait rêver. Vraiment, on s'excuse d'avoir pas trop cru au départ. Il faut le dire très clairement. Et merci pour ce que vous avez pu donner. Et justement, quand vous partiez au départ, ce n'était pas tout simple. Hein? Non, bon, en réalité, vous savez, nous, on avait une philosophie de jeu qui avait été proposée par la direction technique nationale. D'accord. Ils disent que le Burkinabé de nature, il est impatient, en témoigne la circulation. Donc l'attaque qui nous réussit, c'est l'attaque rapide et la contre-attaque. Okay. Donc tout nos systèmes de jeu, c'est basé sur ça. Presser, défendre en bloc, presser, prendre et conclure rapidement. Donc même quand les filles faisaient la grève, c'est ça qu'on a fait pour éliminer les gens dans les phases éliminatoires. Sans un match international, contre Bénin, contre Guinée-Bissau, on a joué contre des garçons, on s'est qualifié. Mais j'étais sûr qu'on avait quelque chose à proposer. Et certains de vos confrères nous ont dit, dites aux filles d'aller jouer, on les a suivis, il y a mieux que faire la grève. Allez-y jouer, montrez au Burkinabé que vous savez faire quelque chose. Mais oui, mais Jacqueline est là. La grève, c'était quoi? Pourquoi vous... Est-ce que c'était comment? Ça vous a... Parce que j'ai compris, hein, on a vu, vous êtes qualifié pour la première fois, le Togo aussi l'a fait, 5 millions. Vous vous êtes senti un peu délaissé, c'est ça? Oui. C'est quoi? Mais vous êtes parlé entre vous, vous avez dit, bon, écoutez, il faut qu'on mette le problème sur la table, parce qu'il y a quelque chose quand même à faire en termes d'efforts. De leur part, c'est ce que vous avez dit. Bon, tout d'abord, ça a commencé au niveau des conditions de vie. D'accord. Oui, on s'est basé sur ça pour... C'est vrai que vous étiez au Comète, hein, oui. Le lieu n'est pas approprié. Je pense que les matelas étaient déjà vieux. On a vu les salles qui étaient assez difficiles, surtout pour des femmes. Bon, ça demande qu'on vienne les looker. Sinon, le cadre en lui-même ne pose pas problème. Pour nous, comme c'est un peu retiré de la ville, c'est bon. Maintenant, c'est la qualité des installations, du contenu qui posait un peu... Comme c'est perdu dans la bouche là-bas, c'est normal qu'il est... Mais il faut venir entretenir. Tout à fait. Quand vous prenez Clairefontaine, c'est pratiquement isolé. Bon, nous, je fais allusion à... Mais nous, on n'entretient pas.
Du coup, ça devient un peu désagréable. Mais on a compris aussi le message qu'elle voulait faire passer. Parce que vous aviez dit, je pense qu'il y a certaines qui ont dit non, c'est pas parce qu'on ne voulait pas aller jouer, c'était juste pour montrer que un peu plus d'égards. On a mis l'argent, mais c'était pas vraiment l'argent qu'on voulait. C'était juste pour qu'on puisse avoir un peu plus d'égards, un minimum de. C'est ça. Oui, mais Jacqueline, justement, lorsque le débat se menait, vous avez vu la plupart des Burkinabés se sont appropriés sur les réseaux sociaux. C'est venu quelque chose de viral. On se disait, mais écoutez un peu les filles, il faut faire quand même un geste, il faut pas les traiter comme ça. Vous avez senti qu'il y avait des Burkinabés qui étaient mobilisés sur votre question? Oui. Qu'est-ce que ça vous faisait? Bon, ça nous faisait un peu... Bon, et d'un côté, on était content et d'autre côté aussi, on n'était pas content. Parce que? Pourquoi? Bon, en tout cas, moi, je me disais que on fait souffrir ceux qui sont... On fait souffrir la fédération, le ministère. D'un côté et de l'autre côté aussi, je peux dire que en regardant les conditions de vie, ça ne va pas. Et je peux... En tout cas, est-ce que tout ça, ça vous a motivé? Ça vous a motivé pour le match contre le Maroc, par exemple, le match d'ouverture? Oui. Vous vous êtes dit quoi entre vous pour ce match-là? C'est un match quand même, le premier match de la CAN, match d'ouverture contre le pays organisateur. On a vu des millions de caméras qui étaient braquées. Vous n'avez jamais vu ça? C'était la première fois avec autant de monde comme ça? Oui, on s'est dit entre nous et cette match d'ouverture, c'est une opportunité pour nous de nous montrer, de montrer notre talent et d'avoir l'opportunité d'aller jouer à l'extérieur. Bon, on s'est encouragé et puis on s'est dit de ne pas baisser les bras. Quel qu'en soit ce qui va se passer, on va donner le meilleur. Justement, Savadogo, quand vous arrivez, vous avez eu votre période et puis le contexte pour mettre vos filles dans les meilleures dispositions pour aller, mais ce n'était pas forcément la préparation que vous vouliez. Est-ce que vous disiez, bon, on va faire vraiment quelque chose d'honorable? Parce que quand je rappelle, il y avait quand même le Sénégal avec vous, il y avait l'Ouganda, et il y avait le Maroc, le pays organisateur. C'était pas simple, c'était pas bien parti. Au fait, quand j'ai vu le programme, il y avait 2 matchs qu'on jouait à 20h30 et Douala. Donc, le premier combat, il faut s'entraîner dans les conditions du match. Donc, du coup, on est obligé d'aller vers les terrains éclairés. Le terrain qui était facile à obtenir, c'est le terrain de l'EFO, comme éclairage solaire. Mais là aussi, l'éclairage de l'EFO est paramétré, c'est 2 heures. Même si toutes les batteries sont pleines, c'est 2 heures, pas plus, pas moins. Donc, du coup, il fallait jongler, commencer un peu avec le jour et terminer un peu avec la nuit. Une fois qu'on a joué un match, on n'a pas terminé. Donc, ce terrain de l'EFO, on a commencé le 10 mai avec les filles qui étaient à Ouaga, 3 fois par semaine. Les mardis, les vendredis et puis les mercredis. Mardi, mercredi, vendredi. Là aussi, on ne pouvait pas avoir tout le monde, puisque c'est à 19h. Et puis quand les filles viennent, c'est après avoir fini toutes les activités familiales, l'école. Donc, 19h aussi, il n'y a pas de collation. Tu n'as rien pour les monter et tu veux imposer un travail physique. Donc, on a fait là-bas pendant 2 semaines. À partir du 22 mai, on est allé au Comet. Mais là aussi, on n'a pas eu toutes les filles. En temps même, il y a un club qui a demandé à ce qu'on retire toutes ces filles parce qu'ils veulent préparer la finale, la demi-finale de la Coupe du Faso. Donc, bon, c'était un peu désagréable. Donc, déjà, à l'interne, entre nos clubs même, il y avait déjà cette tension. Maintenant, ajouter aux autres conditions. Si ce n'est pas peut-être à 5 jours de départ que j'ai eu presque tout mon groupe au grand complet. Il y a d'autres qui faisaient le BPC. Il fallait les aller composer, revenir. Il y a d'autres aussi qui avaient des charges. On m'a appelé à la maison, nous avons eu tout le groupe. Donc, même quand tu fais une séance vidéo, il faut revenir rattraper. Chaque fois, il faut répéter. Même les séances sur le terrain, c'était un peu décalé. Il y a une qui fait, d'autres n'est pas venue demain soir, il faut les faire, il faut rattraper. Donc, pour moi, même si on partait à Bobo à quelque part, que les filles soient là ensemble, c'est déjà pas mal. Mais si vous restez à Ouaga, c'est quand même normal que les gens rentrent à la maison. Tu ne peux même pas empêcher quelqu'un. Une fille vient vous dire qu'il y a mariage. C'est elle. Et que d'autres me mettaient des filles données pendant qu'on était en regroupement. Tu dis non, sa tête est là-bas. La famille met la pression. Mais si on était à Bobo,
Non, mais ça prouve aussi que, bon, au-delà de tout, même les familles n'y croyaient pas. Parce que quand c'est les hommes, on ne peut pas. Mais on a dit que même au niveau des familles, on n'y croyait pas trop. Moi, je vais faire des ballons là. Pour les féminins que moi je sais, par exemple, ce noir étincelle là, il n'y a pas une heure pour commencer, il n'y a pas une heure pour terminer. Par exemple, la fille veut vouloir laver les parts rapidement et puis venir. Elle va venir à 16h30. Elle dit qu'elle lave les plats. Si elle lave pas, elle ne va pas venir. Après, à 17h30, que je vais rentrer, je vais faire la sauce, je vais aller bouillir le riz. Bon, tu ne peux pas. Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'ici aussi, c'est la même réalité. En fait, personne ne croyait en nous. Même les filles ne croyaient pas en elles. Moi, j'ai toujours dit aux filles, il faut la demander. J'ai dit, je ne peux pas faire des adversaires, j'ai peur de vous. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Alors que nous, on vous donne des bonnes séances. Puis on avait la philosophie. Moi, j'avais beaucoup d'optimisme et d'espoir dans cette canne. J'étais même pressé pour aller montrer à l'Afrique ce que nous on avait dans la tête et dans le cœur. En tout cas, c'est bien, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, quand on regarde les 3 matchs, surtout le match contre le Sénégal, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas péché quelque part? Parce que le problème, c'est quoi? Les gens s'accordent à dire que contre le Maroc, c'est le pays organisateur, l'arbitrage n'était pas là. Et que notre canne se jouait contre le Maroc. Et contre le Sénégal. Donc, du coup, il ne fallait pas perdre. C'est ça. Bon, en fait, mais nous, notre problème, c'est quoi? La jonction entre les défenseurs et les milieux, il n'y a pas de problème. C'est la jonction entre milieu et puis attaque. Et j'ai toujours dit, les acquis que nous avons engrangés ici, c'est les mêmes acquis qu'on allait monter à la canne. Défendre bien, presser. Défendre bien, presser. Mais marquer, puis quand les garçons n'arrivent pas à marquer. Quand nous jouons contre les garçons, à la mi-temps, ils changent une deuxième équipe. Voyez, donc il y avait beaucoup d'adversité. Quelqu'un nous avait même dit que si on avait celui-là, on allait jouer contre les filles qui n'avaient pas été sélectionnées. Même si on allait gagner 5-0, 10-0, au moins, on allait voir les jurés de positionnement. Mais nous, on s'est dit non, si vous enlevez les meilleurs, il ne reste plus grand-chose. Et puis les gens ne sont même plus motivés. Depuis le 3 avril, le championnat est fini. Coup de force, un coup KO. Des filles ont rentré déjà les crampons depuis là. Même quand vous jouez contre elles, il y a problème physique, il y a problème tactique. Donc, du coup, c'est ce qu'on a acquis, ce qu'on allait montrer. Donc, la finition nous a beaucoup marqué. Mais on a vu également aussi les primes de match. Est-ce que vous avez connaissance de vos primes de match avant de jouer? Ou bien vous êtes parti comme ça? Parce que chez les hommes, déjà, il y a déjà des discussions qui se font entre le capitaine, entre l'équipe et les autorités pour fixer les prix des primes. Est-ce que vous étiez au courant de vos primes, par exemple? Non. Jacqueline, on ne vous a pas parlé de vos primes? Non. Aucune communication sur les primes. Vous voyez que même alors que les primes étaient déjà arrêtées, on savait que ça faisait 500 000 francs en cas de victoire pour le premier tour, 1 million en cas de victoire pour le deuxième tour. Non, nous n'avons pas cette information. En fait, les gens ne savent pas. Mais ça pouvait être motivant quand même. Vous ne savez même pas. Nous-mêmes, les enfants des pauvres, là, notre survie, c'est grâce à notre victoire. Vous dites à une fille, à la fin de 90 000, si vous gagnez, vous avez 500 000. Mais même si un pied va se casser sur le terrain, on va jouer. Il est bien vrai qu'on ne joue pas pour l'argent. Mais tout compte fait. Ça pourrait être une motivation. On n'a eu que 250 000 sur le dernier match qu'on a eu. Jacqueline, par exemple, est-ce que ça pourrait être une source de motivation? Vous n'avez jamais... Non. 1 500 000, ça fait rêver. Oui. Ah, on ne nous a pas parlé des primes, rien. Non, on ne nous a rien dit. Et puis je vous dis, monsieur Romba, c'est quand... Moi, j'étais pressé à la canne là. On n'a qu'à gagner quelqu'un là. On va voir c'est combien la prime. Ah bon? Oui, oui. Jusqu'à ce qu'on joue tous les matchs. Le dernier match, quand on a gagné, le lendemain... Le match nul? Oui, le match nul. Le match nul. Oh, je dis. Le match nul, c'est le lendemain que les agents de ministère sont venus. Bon, qu'en principe, la prime était de 500 000. Mais, alors? Oui, oui. Mais comme on a fait nul, c'est 250 000. C'est après avoir joué que vous avez pris connaissance des primes? Oui, oui. Nous, on a tout fait. Puisque quand les filles étaient en mouvement, les gens croyaient que c'était nous qui étions... Les gens ne savent pas ce qu'il y a. C'est les enfants des pauvres qui jouent. Des filles ont sacrifié leur bac. Il y a 5 qui devaient passer le bac. Elles n'ont pas fait voir dans la session. Il y a des étudiants comme les Sénégalais qui ont raté des devoirs. Elles doivent venir en septembre pour composer ces devoirs. Donc, la prime, ça peut être une motivation. Moi, j'ai toujours dit... Donc, même pas une prime de victoire. Parce que ça représente quand même une victoire. C'est le premier point que le Burkina a pris de toute son histoire à une CAN. Et comment 2-2 étant réduit... L'équipe était réduite à 10 contre 11. Depuis la 17 minutes. Voilà. Pendant plus de 75 minutes, ils ont joué à 10 contre 11. On pourrait quand même vous donner une prime de victoire. Vous savez, quand les enfants... Moi-même, après, il y a des choses que... Quand les enfants étaient en grève, je les ai dit, vous avez dit que vous n'allez pas jouer. Le tonton Jean Mouego, président, ça va venir négocier. C'est votre papa. On a trouvé 500 000 francs pour ajouter. Prenez et jouons. Si on joue et puis on se qualifie,
Peut-être que ce qu'on n'a pas eu, les gens vont nous donner. C'est avec maintenant que le recul, si moi, j'avais même dit aux filles, j'avais 31 filles sous les bras, celle qui ne veut pas jouer n'a qu'à lever la main. Toute façon, il y a 31 et 26 qui vont voyager. Celle qui veut l'argent, qui ne veut pas jouer, donne son nom, je barre son nom et puis je m'en vais. Il y avait des filles qu'on avait laissées. Au départ, j'étais 52. Il y a des filles qu'on a dit qu'elles ne sont pas bonnes. Je ne vais pas jouer avec elles, même si on va prendre 3 défaites. C'est là maintenant, d'autres ont dit, bon, si c'est ça, c'est que le coach a décidé, n'a qu'à aller jouer. Mais avec le recul, si moi, vous allez mettre le feu. Sans c'est plus. Moi, je ne veux pas qu'on comprenne. Quels enfants font des sacrifices après des années et des années? C'est qualifié. Le Burkina n'a même pas dépensé pour notre préparation ni pour notre qualification. Le seul fait que nous jouons à l'extérieur, là, contre premier tour, aucun match international. Deuxième tour, aucun match international. Et même la préparation, aucun match. Maintenant, on part. On joue contre le Maroc, puis on a perdu sur des détails. Sur la VAR. Oui, contre le Sénégal aussi. La VAR. La VAR. Et même notre dernier match. Les gens, en tout cas, quand les gens disent qu'ils sont fiers de nous, mais ils sont fiers de nous là-haut. C'est 250 000. Et là où il a fallu gagner, faire match nul. Et que le lendemain viennent vous dire que c'était. Non, mais ça moi, à mon âme confiance, rien n'était sûr que la prime valait les 500 000. Et vous savez, on a bénéficié de... Non, mais là, je vous rassure, parce que là, nous, on avait déjà l'information que la... Nous, on n'avait pas ça. Voilà. Et moi, mais c'est ce qui m'étonne. Au moins, c'est le minimum, c'est un motif. C'est le minimum. Pour moi, en tout cas, la fédération était au courant. Et moi, j'ai toujours dit... Le minimum, quand même, le staff est au courant. Nous, tous qui avons fait le village, quand le chien court derrière le lièvre, là, c'est pour lui-même d'abord. Après, son tuteur va le forcer, prendre les cuisses et lui donner les intestins. Donner les primes aux enfants. On avait perdu. Une délégation des supporters est venue, même le ministère a envoyé une délégation. S'il venait dire aux filles, mes enfants, vous avez perdu, mais on a vu votre courage. Contre le Sénégal, si vous gagnez, je double la prime. Ça, c'est vrai. Ça, c'est des motivations. On ne joue pas pour l'argent. Mais c'est fait burkinabé qui n'a jamais eu 1 million, dit qu'en 90 minutes, il gagne à 1 million. Alors, ça change la... Mais jusqu'à ce qu'on finisse tout. Justement, vous avez payé 150 000 francs. Tous les 2 semaines, là, que ce soit l'encadrement de l'équipe A qui est venu nous soutenir. Le kiné, c'est le kiné de l'équipe A. Le chef matériel, préparateur physique, tous ces gens, ses parents, tout. 250 000 pour les 2 semaines. Pour les 2 semaines, donc, oh là là. Les gens disent qu'ils sont fiers de nous, mais en fait, c'est la population. Quelqu'un l'a dit, même les supporters qui sont partis sont revenus peut-être avec... Oui, bon, les supporters, nous, la statut, ils sont en mission. Oui, ils sont en mission, ça fait 100 000 francs jour. Ça, c'est normal. Mais les joueurs qui jouent, c'est pour qu'ils sont venus pour applaudir là. Lui, n'a pas de... Il faut gagner. Si on n'a pas gagné, on est venu sans rien. On comprend tout. On comprend la douleur. Jacqueline, tout à l'heure, on posait la question et lui, Pascal Savadogo, nous parlait un peu du contexte qu'est le vôtre. C'est pas facile. Oui. C'est vraiment pas facile. Il faut montrer même à la famille qu'on a vraiment, et c'est vraiment ce qu'on veut faire. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Mais vous êtes revenu, quelque chose a changé dans le regard, même dans la famille, par rapport à ce choix de jouer au ballon, de faire le quartier, c'est tout ça. Voilà. Ça a changé? Oui, ça a changé dans le quartier, en famille. Il y a l'encouragement. Il y a certaines même qui, à cause de ça, il y a certaines même qui disent qu'elles vont venir jouer. Et puis, je pense que c'est bon. Elles t'ont pas raconté un peu sûrement le premier match à la maison quand tu jouais, elles t'ont dit, ah voilà, c'est bien. Elles t'ont pas dit ça? Oui. C'était bien. Oui. C'est quoi tes souhaits aujourd'hui? C'est signer, jouer pro, c'est quoi? Bon, je vais signer. Signer à l'extérieur pour jouer pour mon club et puis pour ma famille. C'est cela. Justement, vous êtes étudiante dans quelle filière? Génie électrique. Génie électrique, ça c'est bien. Pascal, vous nous disiez qu'il y avait 4 qui étaient pistés. Oui, 6. 6. Oui. C'est bon, ça. Bon, en tout cas, il y a du sérieux ou bien il y a 3 qui semblent être presque ficelés. D'accord. Au regard des informations que j'ai à ma possession. Mais vous savez aussi, c'est un domaine aussi. Les mananguiers, il faut aussi ouvrir le Il faut être prudent. Parce que ce sont nos meilleurs qu'on envoie. Et moi, j'ai toujours dit, il nous manque un modèle de réussite. J'aimerais un jour avoir une fille qui va venir construire pour sa famille, être véhiculée, prendre sa maman dans sa voiture. On va dire que c'est grâce au football, faire honneur, se marier, avoir des enfants. Une femme normale, voilà. Donc, nous aussi, on essaie de regarder. Il y a des gens qui font des offres. Par exemple, ils disent, pour le premier transfert, il n'y a rien pour le club, mais peut-être c'est au deuxième. Mais si nous aussi, pour la revente. C'est-à-dire qu'on laisse la fille partir,
et aussi ils vont travailler un peu parce qu'ils n'ont pas encore fait les preuves, c'est juste l'Afrique. Ils se disent que bon, c'est pas tout à fait bon, quoi. Ils vont prendre et raffiner, et s'ils vont les vendre, ou bien quand ils vont les révéler, là on peut avoir peut-être 1 000 euros, 650 000 trucs comme ça. Mais nous on dit c'est même pas un problème. Nous on veut seulement l'opportunité. C'est cela. Ce sera la dernière question. Ce sera la dernière question. Est-ce que vous avez vraiment fait, en faisant votre sélection, est-ce que vous avez checké un peu aussi à l'extérieur pour voir si on avait des filles qui évoluent dans des... Bon, on a essayé de compter sur la diaspora. Vous savez que notre qualification, ça a donné beaucoup d'engouement, beaucoup de tollés médiatiques. C'est une Ivoirienne, on a pêché, ce n'était pas sérieux. Ensuite, aux États-Unis aussi, mais il n'y en a pas eu. Il y avait Alimata Rabo. Mais elle, bon, il y a longtemps, en fait, elle ne fait plus comme ça le sport professionnel. C'est un peu adapté aux études ou à son travail. En fait, son époque semble être un peu passée parce qu'elle n'est plus au firmament de sa gloire ou de son talent. Donc, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il faut créer. Un seul professionnel, c'est Limatou. Et Juliette Nana aussi qui était un peu en souffrance. Sinon, le reste là, c'est 100% burkinabé. Merci bien Pascal Savadougou d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à Jacqueline Sebo. On va vous souhaiter en tout cas de continuer de nous faire rêver comme vous l'avez fait. Et puis à ceux qui peuvent accompagner là, ceux qui doivent, parlons du ministère, il faut faire ce qu'il faut et c'est très important. Ceux qui aiment la femme là, voici un combat en tout cas. Voilà, merci bien Claude Roba. Merci beaucoup, en tout cas félicitations à Jacqueline. Voilà, c'est terminé aussi pour ce JDS, journal dimanche soir que j'ai pris plaisir d'ailleurs à présenter. Le programme lui se poursuit sur True TV. Nous vous souhaitons donc bonne suite de programme et on se retrouvera dimanche prochain. D'ici là, portons-nous bien.